Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon de manière simple, décontractée et fun. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable. C'est la passion qui m'a rendue experte des sujets d'argent et plus spécifiquement de sa gestion au quotidien. Tous les 15 jours, je reçois un invité pour parler aussi bien de budget que de notre relation à l'argent, mais aussi de placements financiers pour notre épargne. Retrouvez-moi également chaque semaine dans ma newsletter. En vous inscrivant sur budget-chéri.com, vous recevez en bonus un extrait de ma méthode budgétaire. Aujourd'hui, je vous propose un tout nouveau format d'épisode que j'ai intitulé les stories. Seuls derrière le micro, des anonymes vous racontent leur relation à l'argent à travers leur histoire de vie. Ils plongent dans leur héritage familial et personnel pour remonter aux racines de leurs difficultés avec l'argent et décortiquent les mécanismes qui leur ont permis de surmonter ces difficultés et de trouver le chemin de la sérénité financière et par là même de la sérénité tout court. Que vous soyez jeune, moins jeune, femme, homme, célibataire, en couple, avec ou sans enfant, j'ai espoir que ces témoignages vous aident à explorer votre propre relation à l'argent, identifier vos propres croyances limitantes et vous aident à briser ce plafond de verre qui vous empêche de déployer votre meilleur potentiel pour vous et pour le monde. Pour débuter cette nouvelle série d'épisodes, je vous présente Lucille. Lucille a 29 ans, elle est en couple, originaire de la région parisienne et vit seule actuellement à Paris. Elle le dit souvent avec beaucoup d'autodérision, elle est la caricature de la parisienne bobo, accro au shopping, au restaurant et aux nombreuses sollicitations qu'offre la vie de jeune citadine, jusqu'à vivre au-dessus de ses moyens d'ailleurs. Derrière cette caricature, il y a pourtant une histoire aussi singulière que passionnante, des parents divorcés dont les visions de l'argent s'entrechoquent dans le cœur de la petite Lucille, qui grandit dans l'obsession de ne pas être un fardeau financier pour ses parents. Une étudiante frugale qui autofinance quasi intégralement ses études à coups de petits boulots, et enfin une rupture amoureuse qui crée l'étincelle qui va faire exploser ce faux équilibre financier, rythmé par des frustrations longtemps refoulées. Si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à le faire savoir, d'abord en laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, et puis en m'envoyant un email directement à l'adresse que vous connaissez désormais, delphine@budget-chéri.com. Je vous laisse sans plus attendre découvrir les aventures de Lucille. Je m'appelle Lucille, j'ai 29 ans, j'habite en région parisienne et je travaille en tant que consultante social media dans une agence de communication digitale. Et j'avais envie de vous raconter comment, l'espace de quelques mois, à peine après mon entrée dans la vie active, je suis passée d'une étudiante économe à une jeune active qui vit très au-dessus de ses moyens. Pour commencer, j'ai grandi dans une famille de parents séparés. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et donc, j'ai grandi avec ma maman essentiellement, puisque mon père, je le voyais un week-end sur 2. Et donc, j'ai grandi dans un milieu assez modeste, puisque ma mère était infirmière. Et surtout, ce qui est très important, dans un rapport à l'argent très différent en fonction d'un côté de ma famille, le côté maternel, et l'autre côté de ma famille, le côté paternel. Ma maman était issue d'un milieu modeste, mes grands-parents étaient issus d'un milieu modeste, et donc ils avaient vraiment un rapport à l'argent très économe, où il fallait faire très attention à ses dépenses, surtout économiser, ne pas avoir trop d'ambition, ne pas vouloir s'acheter des choses trop chères, et même un rapport un petit peu critique à l'argent, c'est-à-dire que dès qu'ils rencontraient des personnes qui avaient réussi, alors bien sûr on les admirait parce qu'elles avaient réussi, mais en même temps, si elles avaient réussi et qu'elles avaient des moyens, c'était forcément un petit peu louche, c'était forcément un petit peu critiquable. Et de l'autre côté, du côté de mon papa, un rapport à l'argent complètement différent, puisque mon père est ce qu'on appellerait aujourd'hui un self-made man. Il a démarré en tant qu'électricien et ensuite il a fait carrière dans une entreprise pendant 20 ans où il est parvenu à un poste de directeur. Et donc mon père s'est vraiment extrait de sa condition sociale par le travail. Il en est arrivé à gagner très bien sa vie. Et donc, du côté de mon père, c'est vrai que ce qu'on valorisait, c'était l'ambition, le fait de travailler dur, de se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Et du coup, l'argent n'était pas du tout vu comme quelque chose de mal, mais au contraire comme quelque chose à atteindre et qui permettait de s'offrir ce qu'on avait envie de s'offrir dans la vie.
Moi, à l'époque, évidemment, du haut de mes 5 ans à 18 ans, n'ayant vécu qu'avec ma maman, c'est vrai que je ne voyais le monde que par son prisme, que par ses yeux à elle. Et donc, forcément, la petite Lucille de l'époque, elle penchait forcément du côté de sa maman. C'est-à-dire qu'elle pensait que voilà, elle vivait avec la certitude que l'argent, on n'en avait jamais assez, que c'était difficile à obtenir et que c'était pas forcément quelque chose non plus de très valorisant quand on en avait beaucoup. Qu'en fait, l'argent, c'était bien tant que ça nous permettait de vivre correctement, mais que ça devenait quelque chose de mal dès qu'on en avait beaucoup et qu'on le montrait. Et donc, c'est vrai que je j'adhérais pas du tout à la vision de mon papa à ce sujet. Mon rapport à l'argent a commencé à évoluer à 18 ans parce que à 18 ans, j'ai été prise en prépa. J'ai fait Hippo Cancagne à Paris et donc j'ai dû aller vivre sur Paris pendant 2 ans parce que c'est vrai que c'est un parcours scolaire assez intense et donc c'est toujours mieux si on peut s'éviter de faire les transports en commun parce qu'on habite en banlieue. Donc à cette époque-là, mes parents m'ont mise dans un foyer de jeunes filles et donc c'était la première fois de ma vie que je quittais le cocon familial de ma mère, que je quittais le 77 où j'avais vécu depuis presque toujours, depuis mes 5 ans, et où je suis arrivée à Paris. Et c'est vrai que c'est la première fois, du coup, ça fait un petit peu la jeune fille de province, de banlieue en tout cas, qui arrive en plein centre-ville de Paris et qui découvre une autre manière de vivre et aussi un autre rapport à l'argent et à la consommation. Et finalement, c'est la première fois que j'ai été, entre guillemets, livrée à moi-même, dans le sens où j'étais assez autonome et où je n'avais de compte à rendre à personne toute la journée, que du coup, les choses ont commencé à évoluer de mon côté. Et notamment parce que c'est aussi en prépa que j'ai commencé à travailler pour gagner un petit peu d'argent de poche afin de pas en avoir à demander à mes parents. Du coup, pour mes besoins primaires, mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à me faire des petits plaisirs aussi, à pouvoir m'offrir des choses que j'aurais pas osé demander à mes parents avant, avec cet argent de poche que je gagnais avec des jobs étudiants. Quand j'ai su que j'ai été prise à Paris en prépa, et que j'ai dû venir vivre à Paris toute seule, ça a été terrible parce que j'avais pas du tout prévu ça. J'avais postulé à une prépa qui était très réputée et qui était juste à côté, dans la ville d'à côté de chez mon père. Et donc, il était prévu que j'aille vivre chez mon père pendant mes 2 années de prépa. Et quand j'ai appris que voilà, j'allais devoir vivre sur Paris, trouver un foyer et que mes parents me payent le loyer du coup de mon foyer, ça a été terrible. J'ai été prise d'un sentiment de culpabilité extrême. Au-delà du fait que j'avais un fort sentiment d'échec par rapport au fait de ne pas avoir été prise dans la prépa à laquelle j'aspirais. Et ce sentiment de culpabilité par rapport au fait que mes parents devaient payer un loyer qui n'était pas prévu dans leur budget respectif, c'est vraiment emparé de moi et m'a habité pendant finalement toutes mes années d'études supérieures. Et ça a été décisif, ça a été déterminant dans mon rapport à l'argent et dans la manière avec laquelle j'ai vécu mes études supérieures et comment je me suis organisée pour être indépendante financièrement vis-à-vis de mes parents. Parce que à partir de ce moment-là, j'ai véritablement tout fait pour travailler le plus possible afin d'avoir à demander de l'aide le moins possible à mes parents financièrement et de pouvoir me débrouiller totalement toute seule. Ce qui du coup a eu pour conséquence le fait que j'ai passé mes 6 années d'études supérieures à travailler énormément en parallèle de simplement suivre ma scolarité, aller en cours et faire mes devoirs. Il y a eu une année où j'ai cumulé 3 jobs étudiants différents. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout vécu mes années d'étudiante avec la même insouciance que certains de mes camarades qui, entre guillemets, avaient pour seul souci, pour seul objectif de bien réussir leur scolarité pour obtenir leur diplôme. Moi, ma préoccupation majeure, c'était presque même plus de réussir ma scolarité parce que ça m'inquiétait pas vraiment vu que j'avais toujours été bonne élève, j'avais aucune raison de m'inquiéter à ce sujet. Mais finalement, ma préoccupation number one a été de coûter le moins d'argent possible à mes parents et du coup de travailler le plus possible pour pouvoir me payer des choses telles que mon permis de conduire quand je suis sortie de prépa,
ou alors entre mes 2 années de master, quand j'étais en école de commerce, il a fallu que je parte faire un stage à l'étranger pour pouvoir valider mon année. Et donc du coup, il a fallu que je puisse vivre de moi à l'étranger sans toucher de salaire, ou que ce soit à payer, voilà, tout simplement mes frais de scolarité lorsque j'ai été admise en école de commerce. Et donc ça a été vraiment décisif, parce que je n'ai fait que travailler pour gagner des euros et des centimes, grappiller le moindre euro, voilà, pour en avoir à le demander le moins possible à mes parents. À l'époque, on m'a soumis l'idée de prendre un prêt étudiant, et pour moi, c'était quelque chose qui était hors de question. C'était vraiment hors de question d'un point de vue purement, je dirais presque du bon sens. En fait, c'était sans même essayer d'étudier les offres des banques, en quoi elles consistaient, quels étaient leurs avantages, etc. Pour moi-même, la conception, la notion d'un prêt étudiant était inenvisageable, parce que je trouvais ça complètement irrationnel et mathématiquement déraisonnable de commencer dans la vie d'adulte avec un prêt à rembourser, alors que j'étais même pas sûre, que j'avais aucune garantie d'avoir un travail tout de suite en ayant fini mes études. Pour moi, c'était la manière la pire pour démarrer dans la vie active, de se dire je suis déjà endettée auprès de la société alors que j'ai même pas commencé à travailler. Et donc du coup, c'est un véritable choix que j'ai fait à l'époque, qui était de non, je préfère travailler très dur, m'astreindre à un rythme infernal, plutôt que de contracter un prêt auprès d'une banque que je vais devoir rembourser pendant des années, qui va m'entraver à mon entrée dans la vie active, et en plus de payer des intérêts dessus sur le marché. C'était juste inenvisageable. Je me rends compte avec le recul que ce qui m'a conduit à être dans cette situation, et à surtout vouloir ne pas demander d'aide financière à mes parents, c'est que finalement l'argent était un sujet un peu tabou, du fait de la séparation de mes parents déjà dans un premier temps, et du fait de leur situation financière respective. Et bien sûr que ce sujet n'était pas abordé avec moi par mes parents. C'est un sujet qui les regardait que tous les deux, et qu'ils n'ont pas abordé avec moi, mais que j'ai toujours senti de manière implicite comme étant un peu problématique. Et finalement, ce qui a fait que la situation s'est enlisée avec les années, c'est que eux ne sont pas venus m'en parler. Moi, je ne suis pas allée leur en parler. Et je voyais bien que les rares fois où eux s'en parlaient, c'était sujet à des échanges peut-être parfois un peu houleux, ou du moins à des désaccords. Et voilà, le fait que ma mère ait une situation beaucoup plus modeste que mon père, que celui-ci lui verse une pension alimentaire, a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Et je pense qu'à l'époque, voyant que voilà, mes parents, même s'ils s'entendaient très bien, restaient quand même des parents divorcés, que c'est pas la situation la plus facile à gérer d'un point de vue familial, je pense que j'ai tout simplement pas voulu rajouter un fardeau, entre guillemets, sur leurs épaules. J'ai pas voulu leur représenter un problème de plus à gérer, ou alors un point de désaccord en plus à gérer. Et donc pour leur éviter d'avoir à aborder ce sujet, j'ai préféré prendre le taureau par les cornes et m'en occuper moi-même sans demander de l'aide à personne. Lorsque mes études se sont terminées, j'avais un petit peu d'argent de côté, puisque la dernière année de mon master, j'ai eu la chance de pouvoir l'effectuer en alternance. Donc, c'est-à-dire que mes frais de scolarité, mes frais d'école de commerce étaient payés par l'entreprise qui m'embauchait. Et moi, je touchais l'équivalent d'un SMIC à l'époque, qui était du coup de l'argent de poche, puisque j'étais retournée vivre chez mon père. Et donc, j'ai décidé de partir pendant 1 an à l'étranger. Je suis partie en Australie parce que j'avais besoin de faire une pause, et même un peu de profiter de la vie, de vivre des expériences avant de me lancer dans la vie active. Donc je suis partie en Australie, où j'ai travaillé en tant que fille au pair, et j'en ai profité pour visiter le pays. Ce qui fait que quand je suis rentrée en France,
j'avais pratiquement aucune économie de côté puisque le peu que j'avais réussi à mettre m'avait servi à m'offrir mon aller-retour en Australie. Et puis là-bas, le salaire que je touchais sur place m'a permis de vivre et de vivre mes expériences et de faire plusieurs voyages. Donc quand je suis rentrée à 25 ans, un an après avoir été diplômée en France, je partais littéralement de zéro puisque je n'avais quasiment aucune économie de côté et qu'il fallait que je trouve un travail. Donc je suis revenue vivre chez papa-maman très rapidement. Du coup, quand je suis rentrée en France, je me suis inscrite au chômage. Donc j'ai touché un chômage proportionnel au SMIC que j'avais touché pendant mon alternance, donc quelque chose comme 900 €. Mais j'étais pas du tout inquiète parce que je vivais chez mes parents. Je savais qu'il fallait que je me trouve un travail. J'avais fait 6 ans d'études, donc voilà, j'avais pas de doute par rapport à ma capacité à réussir à trouver un travail. Et puis très rapidement, j'ai emménagé avec mon copain de l'époque dans une maison dans le jardin de ses parents, donc avec aucune pression matérielle dans le quotidien, si ce n'est que de payer nos courses, puisque ses parents ont eu la gentillesse de ne pas nous faire payer de loyer ou de charges. Et puis, au bout de quelques mois, au bout de 6 mois, j'ai commencé à travailler en tant que micro-entrepreneur dans la communication. Et au bout de 3 mois après avoir commencé ce travail qui m'occupait à l'équivalent d'un temps partiel, j'ai trouvé un CDD où j'ai été payée correctement d'après mes exigences salariales en tant que premier job après le diplôme. Et comme j'habitais toujours avec mon copain de l'époque dans cette maison où je n'avais pas de loyer à payer, ma situation en fait est devenue très confortable d'un point de vue matériel. Donc à cette époque, du coup, quand j'ai véritablement démarré dans la vie active, avec un salaire de 30K brut annuel, soit l'équivalent de presque 2000 € net par mois, ça a été un changement radical par rapport à la vie que j'avais toujours connue. Puisqu'à l'époque, avant, quand j'étais étudiante, je gagnais très très peu et il fallait que j'épargne le plus possible pour pouvoir me payer des choses très chères telles que le permis ou mes études en école de commerce. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais avec 2000 € net d'argent de poche tous les mois puisque je n'avais pas de loyer à payer. À l'époque, j'avais pas encore perdu le contrôle, puisque du coup, cet argent, je le dépensais raisonnablement. J'en mettais une grosse partie de côté tous les mois. Mais déjà, j'avais le début d'un pattern qui se mettait en place, parce que je m'étais fixé pour objectif assez ambitieux de mettre la moitié de mon salaire de côté tous les mois. Sauf que forcément, avec cette nouvelle liberté acquise grâce à mon changement, on va dire, de situation financière, c'est vrai que je commençais à profiter de tout ce que la vie parisienne a à offrir, des sorties entre amis, d'aller au resto sans avoir besoin de compter, de faire attention au nombre de sorties qu'on fait dans le mois, d'aller au cinéma, de faire du shopping, beaucoup de shopping, parce que ça a toujours été mon démon intérieur, ma tentation ultime à laquelle je ne parvenais pas à résister. Et de temps en temps, quand même, régulièrement, j'étais obligée d'aller repiocher dans l'argent que je mettais de côté sur mon compte épargne pour réalimenter mon compte courant. Mais j'étais pas plus inquiète que ça, puisque de toute façon, j'arrivais quand même à mettre de l'argent de côté et que finalement, je n'avais pas de loyer à payer et que j'avais que mes courses à m'occuper au quotidien. Donc, je pense qu'avec le recul, je pense que c'est là que petit à petit la situation a commencé à se dégrader très subrepticement. Et puis, le temps passant, ce qui devait arriver arriva. Mon copain et moi de l'époque, nous sommes séparés. Et puis, après un bref passage de retour chez mes parents, je me suis trouvé mon tout premier appartement. Et puis, comme j'avais du coup réussi pendant cette année où j'avais vécu avec mon copain chez ses parents, j'avais réussi à mettre l'équivalent de 6 000 € de côté. J'ai décidé que cet appart qui était mon tout premier et qui était très important pour moi d'un point de vue symbolique après cette rupture, que j'allais véritablement l'investir, bien que j'étais locataire. Et j'ai pris l'appart que j'ai trouvé, je l'ai entièrement retapé. J'en ai eu pour 1 200 € de travaux que mon papa a effectués, donc juste en termes de matériaux, parce que je n'ai eu à payer aucune main-d'œuvre.
Et j'ai dépensé l'équivalent de mes 6 000 euros dans l'achat de meubles pour meubler mon appartement et bien sûr l'investir dans payer un mois de loyer d'avance, la caution, etc. Donc finalement, au bout d'1 an après être rentrée dans la vie active, je me retrouve comme monsieur et madame tout le monde à avoir mon premier appartement en plein Paris. Et à devoir subvenir à mes propres besoins avec des coûts fixes que tout le monde affronte à un moment donné dans sa vie, tels que un loyer, des factures d'électricité, d'eau chaude et de chauffage. Et je démarre de zéro, puisque j'ai investi toutes les économies que j'avais dans l'ameublement et les fournitures de mon appartement. Les années passent, somme toute, je vis très correctement. J'épargne l'équivalent de 10% de mon salaire, donc je mets tous les mois de côté 200 euros parce que on sait qu'il faut mettre de l'argent de côté tous les mois et que à l'époque j'estime que c'est ce que je peux mettre de côté tous les mois sans avoir à me priver. Et je vis très confortablement ma vie de célibataire parisienne qui profite de la vie. Et puis au bout de quelques années, j'ai fini par rencontrer quelqu'un d'autre, dont je me suis séparée en septembre de l'année dernière. Et là, c'est là que tout a basculé. Cette rupture m'a anéantie sur le coup, à l'époque. Et j'ai décidé que je n'allais plus rien me refuser. J'avais pris l'habitude de tenir un budget, qui n'est plus le budget tel que je le tiens aujourd'hui, mais j'avais pris l'habitude de tenir un budget pour surveiller mes dépenses et mes comptes. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jeté un seul coup d'œil à mon budget, je n'ai plus jeté un seul coup d'œil à mon compte en banque, et je ne me refusais plus rien, sans pour autant vivre des expériences de millionnaire, mais en tout cas en vivant très largement au-dessus de mes moyens, ce qui fait qu'en l'espace de 4 mois, c'est-à-dire de septembre à décembre, non seulement j'avais puisé dans le peu d'économies que j'avais réussi à mettre de côté en quelques années pour combler les découverts récurrents sur mon compte courant, mais en plus de ça, j'arrive en décembre, juste avant Noël, à moins 400 euros de découverts. Donc clairement, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compensé, j'ai soulagé toutes mes frustrations émotionnelles du moment par mes dépenses et une consommation effrénée, surtout en shopping, qui de toute façon avait toujours été mon talon d'Achille pendant toutes les années précédentes qui s'étaient écoulées. Même quand j'étais étudiante et que je faisais très attention à mes dépenses, j'ai toujours eu du mal à résister à la tentation de m'offrir des vêtements pour lesquels j'avais des coups de cœur. Et des coups de cœur, j'en avais beaucoup, beaucoup. Et là, finalement, en l'espace de 4 mois, cette tendance que j'avais, mais qui restait quand même assez contrôlée et raisonnable au regard de ma situation, s'est complètement exacerbée. Et finalement, tous les vêtements que je me suis achetés et toutes les sorties que je pouvais faire et que je pouvais m'offrir étaient là pour compenser mon vide affectif du moment. Là où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que d'une part, j'étais dans un total déni de ma situation, c'est-à-dire que au-delà de ne plus tenir mon budget, je ne regardais même plus mon compte en banque parce que j'avais trop peur d'affronter la réalité. Et les rares fois où je le consultais quand même et que je savais que j'étais déjà dans le rouge, mais si j'avais une petite robe qui me faisait de l'œil, j'étais quand même incapable de résister à la tentation, tout en sachant que j'étais déjà dans le rouge. Et je me disais, c'est pas grave, puisque de toute façon, le mois prochain, je vais toucher ma paye, et donc du coup, ça va combler ce découvert. Donc ça a été la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, quand j'ai vu que finalement, je vivais en anticipation de l'argent que j'allais toucher dans le futur, et pas avec l'argent que j'avais présentement de disponible dans mes comptes. Et ce qui m'a fait réaliser aussi que j'étais en train de m'effondrer. Alors, toujours avec un certain contrôle, parce que moins 400 euros de découvert, c'était exactement les découverts autorisés que j'avais par ma banque, et je suis jamais allée au-delà. Donc, toujours en ayant quand même un minimum de contrôle sur ce que je faisais pour ne pas... J'étais dans le rouge, mais là, il fallait pas que j'aille dans l'ultra rouge. Donc ça, je l'ai jamais fait, parce que j'étais toujours dans la limite de ce qui était relativement accepté par ma banque, sans qu'on vienne me taper sur les doigts avec des agios. Mais quand même, là où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que quand on accumule un découvert de moins 400 euros, en fait, il se reporte de mois en mois,
Et je voyais bien que finalement, même en essayant de faire des petits efforts, j'avais beaucoup de mal à redresser la barre et finalement à revenir à zéro, tout simplement, d'être à découvert tous les mois, mais parce que juste en étant à zéro et pas à moins 400, ni moins 300, ni moins 200, ni moins 100, juste à zéro. Et là, je me suis vraiment dit, Lucile, il y a un problème. Après tout ça, l'élément déclencheur qui a permis de commencer à changer la situation petit à petit, c'est que mon père, qui n'était pas du tout au courant de ma situation, d'ailleurs personne dans ma famille n'était au courant de ma situation parce que d'une part j'avais honte et d'autre part je voulais surtout pas leur laisser penser ou leur faire croire que j'avais besoin de leur aide. Mon père à l'époque est venu me voir parce que il quittait l'entreprise dans laquelle il avait travaillé depuis 20 ans. Et donc, il quittait cette entreprise forcément avec une certaine somme qui lui était due grâce à son ancienneté. Et il a eu la démarche qui m'a énormément surprise à l'époque, de venir nous voir, mon frère et moi, et de nous dire, écoutez les enfants, si vous voulez investir dans l'immobilier, c'est maintenant, parce que même si vous n'avez pas d'apport, moi je peux vous prêter cet apport, je peux vous l'apporter pour essayer d'aller négocier un crédit plus intéressant à la banque. Et il a eu cette démarche-là parce que moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'habitais dans mon appartement, mais mon frère a commencé à chercher son premier appartement. Et mon frère, gagnant le SMIC, ils se sont rapidement confrontés au fait que c'était très difficile de louer un appartement quand on gagnait le SMIC en région parisienne, si ce n'était pas mon père qui prenait le bail en son nom propre. Et donc mon père s'est naturellement dit, plutôt que de louer, on n'a qu'à acheter. Et puis voilà. Et donc mon père a eu cette démarche de venir vers moi que j'ai saisie en me demandant bien ce qu'on allait pouvoir faire parce que de toute façon j'avais zéro économie et que je me disais que si moi j'avais pas d'économie, je ne pouvais rien faire. Et puis mon père a eu la bonne idée de m'emmener voir une courtière immobilière pour évaluer ma capacité d'emprunt. Donc je suis allée voir cette courtière en immobilier avec mon père. Et puis, pendant le rendez-vous, donc je lui donne bien évidemment toutes les informations dont elle a besoin, donc à savoir que je suis en CDI, que j'ai un revenu de 33K annuel brut, donc qui me rapporte l'équivalent de 2100 euros net par mois. Et mon père lui dit, OK, partons du principe qu'elle ait un apport de 15 000 euros par exemple. Et donc là, la courtière m'annonce que, en partant de cette base, je peux emprunter 180 000 euros à la banque pour acheter dans de l'ancien ou 200 000 euros pour acheter du neuf. Donc moi, j'avais jamais été confrontée à des montants pareils dans ma vie, donc j'étais très très impressionnée, très très contente et même surprise de me dire waouh, la banque serait prête à me passer une telle somme d'argent alors qu'ils me connaissent pas, que cet argent, bon ça ils le savaient pas, mais cet argent ce serait mon père qui me le prêterait. Et c'est pas moi qui l'aurais accumulé, ce serait pas mes économies propres. Donc j'étais au premier abord très contente. Puis quand on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait acheter en région parisienne avec 180 000 euros, 200 000 euros, c'est là que j'ai vite déchanté. Parce que je me suis rendu compte que avec 180 000 euros pour acheter dans de l'ancien, à Paris, on pouvait s'offrir une chambre de bonne, c'est-à-dire l'équivalent d'un 12 mètres carrés. Donc là, je me suis dit, quand même, il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en étant locataire, je vis dans 24 mètres carrés et j'ai pas l'impression que ce soit le luxe ultime quand on s'approche de la trentaine de vivre dans une pièce de 24 mètres carrés après avoir fait 6 ans d'études. Et là, clairement, c'est là que tout a basculé dans ma tête, que je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible. Je n'ai quand même pas travaillé si dur, je n'ai quand même pas fait tous ces sacrifices pour arriver à presque 30 ans et à ne pouvoir m'acheter que, entre guillemets, un 12 mètres carrés dans Paris. Et c'est là que tout a commencé à changer. Ça a été un véritable déclic parce que même si dans le cas présent, on partait du principe que mon père me prêtait un apport quand même assez conséquent pour moi, en tout cas, de plus d'une dizaine de milliers d'euros, je me suis dit, Lucile, c'est pas possible, tu peux plus continuer comme ça. Tu vois bien que sans argent, t'arriveras à rien dans la vie, t'arriveras pas à investir dans quoi que ce soit, et que finalement, et que en plus du fait d'habiter à Paris, la vie coûte plus cher, l'immobilier coûte plus cher, et que si tu veux t'offrir la vie que tu souhaites avec le train de vie que tu souhaites, sans qu'il soit exorbitant, mais
juste de, en fait, à 30 ans, ne pas vivre dans une pièce, dans un studio comme une étudiante. Il faut changer quelque chose. Et du coup, comme j'ai toujours été une grande consommatrice de podcasts, mon premier réflexe, je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Spotify si jamais je trouve un podcast qui parle de budget. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le podcast de Delphine, Budget Chéri, et que j'ai commencé à l'écouter en janvier 2020, très, très assidûment. Et c'est à partir de là que j'ai pu commencer, grâce au podcast, déjà à me déculpabiliser énormément, parce que Delphine a cette bienveillance dans tous ces épisodes qui nous fait comprendre que on a tous nos petits soucis et qu'on est tous dans le même bateau et que non, je ne suis pas le diable parce que je n'arrive pas à garder le contrôle sur mes dépenses. Et c'est là que petit à petit j'ai pu recommencer à refaire mon budget, à le retravailler, à le peaufiner, à l'améliorer et à reprendre un petit peu, petit à petit, le contrôle sur mes dépenses. Et en fait, en l'espace de 2 mois, en mars 2020, j'avais réussi à combler et à rattraper le fameux découvert de moins 400 € que je me traînais comme un boulet depuis les 6 derniers mois. Le confinement est arrivé, donc quelque part, pour moi en tout cas, d'un point de vue des finances, c'était une bonne chose parce que je me suis retrouvée à être, comme tout le monde, contrainte de rester chez moi et donc du coup à avoir aucune dépense autre que la nourriture. Donc c'est vrai que pour moi, cette période, de ce point de vue-là, a été la bienvenue parce que finalement, c'était beaucoup plus facile de continuer dans ma lancée, dans ma dynamique, de faire attention à mes dépenses, de les réduire, de réadopter un train de vie qui correspondait plus à mes moyens. C'était beaucoup plus facile à faire quand j'étais pas tentée au quotidien à l'extérieur par des achats dont j'avais pas besoin. Et puis quand j'ai vu que Delphine lançait sa formation, je l'ai immédiatement saisie parce que j'avais bien compris en écoutant ces épisodes que j'avais toujours eu un rapport un petit peu problématique à l'argent. Et là, j'avais vraiment envie d'aller au fond des choses et finalement pas seulement d'avoir réussi à retrouver une situation saine, mais aussi de me défaire une bonne fois pour toutes de mes mauvaises habitudes, de mes démons, pour ne plus jamais me retrouver dans cette situation et avancer dans la vie de manière beaucoup plus sereine vis-à-vis de l'argent. Et donc, j'ai suivi ce programme pendant tout le confinement. Et ça a été une révélation, tout comme lorsque j'ai découvert les épisodes du podcast. Et ça m'a véritablement permis de comprendre en profondeur mon rapport à l'argent, ce qui pour moi était déterminant parce que Delphine le dit très bien dans ses épisodes et dans la formation, on peut finalement pas passer à la suite tant qu'on n'a pas compris comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne comme ça. Et on peut pas trouver de solution pour y remédier et pour le modifier tant qu'on comprend pas le fond des choses. Et du coup, avec cette formation, ça m'a permis déjà de me comprendre moi-même, de comprendre mon rapport à l'argent. Et puis, petit à petit, de mettre en place une nouvelle mécanique, de reconditionner mon cerveau pour adopter de nouveaux réflexes beaucoup plus sains. Et finalement, après avoir fait cette formation, je me retrouve aujourd'hui dans une situation financière totalement différente de celle qui était la mienne lorsque j'ai démarré l'année 2020, puisque aujourd'hui, j'ai un budget que je tiens assidûment. J'ai ouvert un PEL, j'ai ouvert une assurance vie, j'ai même ouvert un LDD en parallèle de mon livret A, et j'arrive à économiser presque 30% de mon salaire tous les mois, ce qui représente à peu près 600 € de côté par mois. Donc pour moi, cette formation, en plus du podcast, a véritablement été life-changing, comme on dirait en anglais, parce que là, d'un point de vue purement mathématique, ça se manifeste par un passage de moins 400 € tous les mois à plus 600 € mis de côté tous les mois. Aujourd'hui, grâce au budget que j'ai réussi à mettre en place et à la routine que j'ai réussi à mettre en place grâce à Delphine et à sa formation, j'ai plus du tout un rapport à l'argent de frustration. Et ça a été véritablement déterminant, le fait de comprendre, de savoir pourquoi on met de l'argent de côté
et qu'on le met parce qu'on a tel et tel projet et qu'on veut qu'il se réalise, finalement, c'est plus du tout une frustration. Ça se transforme en motivation. C'est-à-dire que moi, avant, à l'époque, finalement, je voulais rien me refuser dans mon quotidien, donc je me faisais très plaisir au jour le jour, en faisant du shopping, en allant au restaurant plusieurs fois par semaine avec mes amis, en allant au cinéma, etc. Mais sauf que finalement, tous les ans, je pouvais pas partir en vacances parce que j'avais pas assez d'argent pour m'offrir une semaine de vacances par an à l'étranger, alors que j'adore voyager. Et donc ça, c'était une véritable source de frustration dans ma vie. Quand on adore voyager et qu'on peut pas voyager, forcément, on le vit pas très bien. Aujourd'hui, finalement, bien sûr, c'est toujours difficile de résister à la tentation parce que c'est le principe même de la tentation. Mais c'est de moins en moins difficile, par contre, d'y résister. Et ça me fait même plaisir de me dire, non, si je fais pas cette sortie, ou alors si je la décale au mois prochain pour que ça équilibre mon budget, ça me permet de mettre 50 € en plus dans mon budget vacances, par exemple, ou dans mon budget voyage. Donc, c'est vrai que c'est un énorme changement dans mon rapport à l'argent, d'arriver à me dire, je vis plus l'argent que je mets de côté, je le vis plus du tout comme une frustration. Bien au contraire, je le vis comme un investissement que je fais dans mes projets à venir, que ce soit des projets à court terme, moyen ou à très long terme. Et du coup, ça m'a permis aussi de faire un peu le point sur ma vie, sur ce que je voulais dans ma vie, sur ce que je voulais comme projet de vie. Et en plus, j'ai renforcé cet investissement sur moi-même en faisant en parallèle de la formation de Delphine une formation en coaching, en développement personnel. Donc les deux formations se faisaient écho. Et aujourd'hui, cet argent, ça me motive de le mettre de côté parce que j'ai pour objectif de partir en vacances, de faire un beau voyage une fois par an. J'ai pour objectif de fêter mes 30 ans l'année prochaine. Et ça me fait plaisir de le mettre de côté parce que je sais que l'année prochaine, quand je vais me retrouver au moment de mon anniversaire, je ne serai pas frustrée de regarder mon compte en banque et de me dire « Ah mince, j'aurais voulu faire une belle fête pour mes 30 ans, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. » Alors qu'aujourd'hui, je mets une somme précise de côté tous les mois pour m'offrir cette fête. Et je sais que je serai très contente de les dépenser le moment venu pour fêter ce beau moment avec tous mes proches. Et aussi la perspective que ça a changé de faire un budget, c'est pas seulement d'avoir des projets sur le court terme, qui sont importants aussi pour se faire plaisir dans la vie quotidienne et qui font que on ne fait pas que de planifier sa sécurité à venir. Mais justement, pour moi, c'était très important de me dire je commence à prendre le contrôle de ma vie future en main, mais de ma vie future sur le long terme. C'est-à-dire de se dire, j'ouvre un PEL, parce que déjà pour moi, c'est un garde-fou. Je sais que c'est de l'argent dans lequel je pourrais pas aller repiocher si jamais j'étais quand même tentée de temps en temps. Si jamais je veux faire un investissement immobilier, je prends une assurance vie. Si je veux faire d'autres investissements plus tard, si jamais un jour j'ai des enfants et que je veux leur payer des études et que justement ils aient pas à se soucier, qu'ils aient pas ce souci eux pendant leurs études de devoir financer leurs propres études. Alors bien sûr, ça c'est du très très long terme, hein, mais voilà, aujourd'hui je mets cet argent de côté parce que je me suis aussi rendu compte dans le cadre de ce travail que j'ai été séduite par le concept de liberté financière et d'investir dans l'immobilier, et que du coup c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de me lancer à 200%. Et en parallèle, l'objectif ce serait finalement de quitter le travail que je fais pour pouvoir faire un travail qui me plaît davantage et de mettre cet argent de côté pour pouvoir faire de futurs investissements qui me généreront des rentes, qui me permettront de faire des projets qui me tiennent plus à cœur dans la vie. Ça, c'est vraiment très motivant. Aujourd'hui, je suis absolument ravie d'avoir investi dans la formation de Delphine parce qu'en faisant ça, j'ai aussi investi sur moi et je suis beaucoup plus sereine par rapport aux années à venir, que ce soit les années à venir sur le court terme que sur le long terme. Et pour terminer un petit peu mon récit, j'aimerais vous demander si aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous êtes heureux de votre vie? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Et si c'est pas le cas, s'il y a des frustrations, est-ce que vous vous donnez vraiment les moyens de vivre la vie que vous souhaitez? Est-ce que vous pensez que peut-être en modifiant votre rapport à l'argent, vous pourriez vous offrir
des choses qu'aujourd'hui vous êtes frustré de ne pas avoir, mais pas forcément en gagnant plus dans l'immédiat, mais juste en modifiant votre rapport à l'argent. Parce que au final, moi, s'il y a une leçon que je retiens bien du programme de Delphine, c'est que le premier pas pour avoir plus d'argent et du coup se donner les moyens de vivre ses rêves et de concrétiser ses projets, c'est d'abord en changeant son rapport à l'argent, en mettant plus d'argent de côté, plutôt que de tout de suite trouver un moyen de comment en gagner davantage. Donc, si vous, aujourd'hui, vous souhaiteriez vivre vos rêves et concrétiser vos projets, qu'est-ce que vous pourriez faire pour y arriver ? Merci d'avoir écouté les témoignages jusqu'au bout. J'espère qu'ils t'ont inspiré autant qu'ils m'ont inspiré, ou au moins peut-être redonné envie d'écouter certains épisodes, ou peut-être donner envie de découvrir certains épisodes que tu n'avais pas encore écoutés. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai envie de te demander là, maintenant, tout de suite, réfléchis à l'action que tu pourrais mener aujourd'hui, que tu pourrais faire aujourd'hui, et qui pourrait peut-être changer ta vie. Quelle est cette action que tu pourrais faire aujourd'hui qui pourrait peut-être changer ta vie ? Voilà, moi c'est ce que j'ai fait il y a 1 an en enregistrant l'épisode dans mon salon. Qu'est-ce que tu peux faire toi aujourd'hui qui pourrait peut-être changer ta vie ? Voilà. Et puis sinon, tu peux aussi me rejoindre demain à 11h sur Instagram pour le live sur les dessous du podcast. J'espère que vous serez nombreux. La chaîne Instagram c'est Budget Chéri. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi et de tes finances. Ciao, bye bye.